Un nouveau numéro de votre magazine Entretien. Bienvenue à toutes et tous sur votre télévision Digital Congo. Un sujet assez particulier qui concerne le commerce international, mais qui implique bien sûr la République démocratique du Congo, notre pays. On va parler du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Quels avantages pour la République démocratique du Congo, qui est membre au nombre des 21 autres États membres donc de cette organisation africaine qui existe depuis 1981. Pour en parler, nous avons deux experts, chefs de division au sein du ministère du Commerce extérieur, Pierre Emangongo. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes chef de division, donc je l'ai dit, au sein du ministère du Commerce extérieur. Tout à fait. Avec vous, on va parler COMESA, mais vous allez plus nous parler du RECOS, qui est le régime commercial simplifié du COMESA. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Julio Mouya, également expert. Bienvenue à vous. Vous êtes chef de division AI au sein de ce même ministère. Avec vous, nous allons aborder l'accord sur la facilitation des échanges, dont un accord signé en 2013 et qui a été plus d'une fois ou une fois révisé. Vous êtes d'une direction au sein du ministère du Commerce. Je commence avec vous, Pierre Emangongo. Et c'est quelle division exactement? Nous sommes au sein d'abord de la direction des accords régionaux et multilatéraux de marchandises. Qui est une direction au sein du ministère du Commerce extérieur. Alors ma division s'occupe des accords multilatéraux. Voilà. Les accords multilatéraux. Julio Mouya, on voit que vous êtes jeune, mais c'est une jeunesse congolaise, une vraie jeunesse congolaise capable de prendre la relève. Il n'y a pas de mal de prendre la relève. Vous êtes aux côtés de Pierre Emangongo qui a de l'expérience énorme dans ce secteur. Au sein de votre division, vous êtes chef de division AI. Au sein de votre division, quel est le rôle que vous jouez exactement? Oui, merci d'abord de nous recevoir sur votre plateau. Oui. En fait, actuellement, je m'occupe de la division des produits de base. Les produits de base. Qui est une division au sein de la direction des accords multilatéraux et régionaux. Alors, la division des produits de base se focalise essentiellement sur les négociations commerciales relatives aux produits de base, entre autres. Et puis, il y a aussi l'élaboration des fiches signalétiques relatifs aux produits de base. Quand vous parlez de produits de base, c'est quel produit exactement? De première nécessité? Oui, par définition, un produit de base ou produit primaire est un produit qui est commercialisé ou, pardon, est un produit destiné à la commercialisation ou à la consommation sous une forme naturelle ou normalisée. Donc c'est la définition de produits de base. Donc tout produit en tout cas commercialisé, utilisé par en tout cas la population ou les populations sous sa forme naturelle. Sous sa forme naturelle. Un produit qui est commercialisé à l'état brut. En état brut. Tel qu'on l'extrait de la nature. Alors, lorsque le COMESA a été créé en 1981 par les États africains, aujourd'hui le COMESA compte 21 États, dont la République démocratique du Congo est membre. On parle de marché commun pour l'Afrique orientale et australe. L'idée, à la base, était de promouvoir les échanges commerciaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet pour les deux projets que nous allons aborder, le projet RECOS avec vous, Pierre Emangongo, et l'accord signé sur la facilitation des échanges avec vous, Julio Mouya, c'était ça l'objectif de la création du COMESA. Mais est-ce que, en général, depuis sa création à aujourd'hui, la RDC qui est État membre se retrouve? Avant peut-être de parler de la RDC, il faut au moins circonscrire le cadre. Le COMESA, quand on dit il a été créé en 1981, ça c'est une étape, c'est un processus. Au fait, le COMESA est le résultat de ce qu'on a appelé les plans d'action de Lagos. C'est-à-dire, en 80, les États se sont réunis à Lagos
Et ils ont décidé de créer la communauté économique africaine et de pouvoir intégrer l'Afrique à l'exemple de l'Europe, de faire de l'Afrique un marché commun. Mais ils se sont dit, il ne faudra pas aller, disons, d'une façon brutale. Il fallait aller progressivement. Il fallait intégrer chaque partie du continent. Vous avez l'Afrique du Nord, avec ce qu'on a parlé de l'Union du Grand Maghreb, et vous avez l'Afrique centrale. Et avec l'Afrique centrale, il y a eu plusieurs organisations qui existaient sur base des affinités culturelles. Alors il a fallu faire de ces organisations des organisations d'intégration, c'est-à-dire des suprastructures où les États membres ont accepté de céder une partie de leur souveraineté au profit de la suprastructure, de sorte qu'ils puissent être capables de pouvoir résoudre des problèmes qui dépassent de loin leur capacité nationale. Et en Afrique australe, vous aviez la zone d'échange préférentiel qui a été créée en 1981 avec comme siège Lusaka. Lusaka en Zambie. En Zambie. Et alors, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des pays qui s'organisaient dans le sud avec la SACU, l'Union douanière de l'Afrique australe. Et on avait un problème. Le problème, c'était l'apartheid. L'apartheid, c'était un régime ségrégationniste qui était en Afrique du Sud, mais qui était combattu par tous les autres. Mais malheureusement, l'Afrique du Sud, c'était les géants. Alors il a fallu créer des structures qui pouvaient intégrer l'Afrique australe et puis aussi faire à la fois bloc contre l'Afrique du Sud. C'est de là est née la coordination de développement de l'Afrique australe qui est devenue SADC. Et pour la partie australe et orientale, on avait la zone d'échange préférentiel en 1981. Juste dans le processus, jusqu'à qu'on mette en place le COMESA. Le COMESA. Alors le COMESA est venu remplacer la zone d'échange préférentiel avec pour objectif de pouvoir intégrer cette partie et augmenter les revenus des pays membres. Alors aujourd'hui, le COMESA est parmi les 8 regroupements régionaux qui sont les plus actifs, reconnus par l'Union africaine. Et le COMESA a aujourd'hui une connotation presque continentale. Parce que ce n'est plus seulement les pays de l'Afrique orientale et australe, mais de l'Afrique australe et orientale, mais aussi il y a même des pays de l'Afrique du Nord qui ont adhéré, comme la Tunisie, l'Égypte. Des pays qui n'étaient pas membres avant. Qui n'étaient pas membres avant. On va y revenir, mais avant que je prenne M. Julio Mouya, justement parce que la République démocratique du Congo, pourquoi j'ai posé cette question? Dans les échanges commerciaux, la RDC est moins et plus importateur que exportateur. C'est ça le problème. Oui. Nous avons un problème structurel, mais nous avons aussi des obligations qui nous sont dictées par la nature. La RDC, comme disait France Fanon, c'est la gâchette de l'Afrique. Et nous sommes un trait d'union entre l'Afrique du Nord et australe, entre l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Et vous allez trouver dans ce qu'on appelle le phénomène des spaghettis, c'est que la RDC se trouve au centre de plusieurs regroupements. Et nous sommes membres à la fois de la CAC, nous sommes membres de la SADC, nous sommes membres de l'Afrique australe. Et sur le plan, ça c'est sur le plan de la géographie. Mais il faut dire aussi que les autres ont besoin de nous. Même si aujourd'hui on n'a pas une production qui dépasse les autres, mais les autres ont besoin de la RDC. Parce que nous sommes un marché de consommateurs. Je vais revenir à vous. On va prendre M. Julio Mouya Kounda. L'accord sur la facilitation des échanges, de quoi est-il question exactement? Parlez-nous un peu de cet accord, signé, je pense, en 2013. Oui, l'accord a été signé en 2013 lors de la conférence ministérielle de Bali. Alors l'accord sur la facilitation des échanges, en fait, vise à simplifier et harmoniser
les procédures du commerce international. Notamment sur les obligations douanières notamment. Oui, exactement. Alors, c'est un accord de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord a été signé en 2013, mais entré en vigueur en 2017, après que 2/3 des membres de l'OMC l'aient ratifié. Oui. Et la RDC aussi a ratifié. Oui, actuellement, la RDC est en cours du processus de ratification. Mais pourquoi on ne ratifie pas? Oui, en fait, il y a plusieurs contraintes, il y a plusieurs raisons que je ne pourrais peut-être pas évoquer sur le plateau. Mais est-il que le processus de ratification est en cours. Alors, cet accord a été signé, vous l'avez dit, en 2013. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, les recommandations de cet accord sont en exécution, notamment sur le plan des échanges douanières, les produits qui quittent peut-être la Zambie pour passer par Kasumbalesa, arriver à la République démocratique? Souvent, il y a ce problème-là aux frontières, les camionneurs qui se plaignent, il faut signer tel document. Donc cet accord devrait supprimer certaines procédures pour faciliter les choses, vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a apporté un changement? Est-ce que cet accord est d'application? Oui, en fait, c'est tout un processus. Mais est-il que plusieurs dispositions de l'accord ont déjà été mises en œuvre au niveau de la RDC? Alors, pour spécifier un tout petit peu, l'accord contient 3 sections. Outre le préambule, il y a 3 sections. La première section qui parle justement des procédures de dédouanement, la main levée, le mouvement des marchandises, y compris les marchandises en transit. Et la deuxième section qui parle du traitement spécial et différencié, qui est en fait un traitement préférentiel accordé aux pays en développement et aux pays les moins avancés. La RDC est un pays moins avancé. Et puis la dernière section qui parle du comité de facilitation des échanges. Donc, l'article 23, il y a un comité qui avait été créé. Oui, effectivement, au niveau de la RDC, il y a un comité national de facilitation des échanges qui a déjà été créé il y a quelques années, je crois que c'était en 2017. Oui. Et à part le comité national, il y a aussi un comité au niveau de l'OMC qui travaille en collaboration avec le comité national. Et par rapport à la section 2 de l'accord qui spécifie le traitement spécial et différencié, il y a des catégories A, B et C. Alors, par rapport à la catégorie A reprend les différentes mesures que les membres devaient mettre en œuvre pour faciliter. Oui, il y a plusieurs dispositions. Vous avez tout à l'heure évoqué un terme technique, je pense, propre à vous, la main levée. Ça, je n'ai pas compris. Quand vous parlez de la main levée, au niveau de la douane notamment. Oui, la main levée, en fait, c'est un terme douanier. Rien à voir avec la corruption. Non. En fait, la main levée veut dire, en anglais, on parle de clearance. Donc, quand on libère la marchandise, après toutes les procédures de contrôle, et l'origine de l'expression est que on suppose que quand le douanier lève sa main, donc, il libère. Il libère, ok. Oui, donc après avoir simplifié la procédure. Oui. Monsieur Pierre, vous allez justement nous parler de RECOS, régime commercial simplifié du COMESA, parce que lorsqu'on parle de facilitation, dans facilitation, je pense qu'on retrouve également simplification. Ce sont des termes qui se rapprochent après. Régime commercial simplifié du COMESA. De quoi est-il question exactement? Le régime commercial simplifié, c'est un programme du COMESA. Une initiative qui a pour rôle ou bien pour objectif de pouvoir aider le petit commerçant transfrontalier
à pouvoir augmenter ses revenus par les petits commerces. Et cela, il faut que ces petits commerçants proviennent d'un pays de l'espace COMESA. Et puis le produit qui doit bénéficier de ces régimes, qui doit être éligible à ces régimes, ces produits-là doivent figurer sur la liste commune bilatérale. C'est-à-dire que les régimes commerciaux simplifiés, c'est une initiative régionale, mais dans sa mise en œuvre, ça exige des arrangements bilatéraux. Entre États. Entre des États. Des États. Et ces États doivent être membres du COMESA. Voilà comment ça s'est fait. Alors ces États, lorsqu'ils s'attendent pour négocier et mettre en place les régimes commerciaux simplifiés, ils vont négocier la liste de produits qui seront éligibles. Et puis ces produits doivent avoir une valeur qui répond au seuil du RECOS. Il y a un seuil qui est recommandé dans les RECOS. D'après le COMESA, le Conseil des ministres de 2014 avait fixé le seuil, donc la valeur de la marchandise à $2000 américains. Et dans la pratique, à la limite, oui. Bon, au fait, d'une manière générale, ça reste toujours le business. Ça peut être au-dessus ou bien en deçà. Bien et sûr. pour la RDC, nous on applique ce seuil de 500. Pour des raisons qui sont propres à la RDC. Pour faciliter aussi les petites et moyennes entreprises. Oui, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a fait une étude des déclarations dans certains postes frontières. On a trouvé que les petits commerçants congolais déclarent des marchandises qui varient entre $300 et 600. Alors la moyenne, c'est 500. C'est 500. Donc si vous allez au-delà des 500, vous faites l'élit de la fraude douanière. Comment Parce ça que se fait? lorsque c'est cher, il va chercher à payer moins en passant par un agent. Non seulement ça, mais il y a une fraude organisée par les pays qui nous entourent. Si vous mettez au-delà des 1000, 2000, c'est qu'il y a une pratique que nous appelons fractionnement des marchandises. C'est-à-dire que quelqu'un va importer, par exemple, un conteneur, une cargaison, il arrive au poste frontalier de l'autre côté d'un pays, à supposer la Zambie ou bien le Rwanda, et de là, on va fractionner le marchandise. Parce que le rôle des RECOS, c'est qu'on permet aux petits commerçants de ne pas payer les droits de douane avec ces petits colis. Alors, et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec des grands stocks, ils vont les fractionner et ils s'attendent avec les petits commerçants qui vont faire des traversées de frontières, ils vont reconstituer les stocks chez nous. Donc, premièrement, c'est un manque à gagner pour les trésors publics. Ils font passer les marchandises fractionnées qui n'est pas frappé par les droits des douanes. Et qui est reconstitué une fois arrivé en RDC. En RDC. Et là, c'est l'opérateur économique qui fait des bénéfices au détriment du trésor public. Alors, pour ne pas favoriser cet élément, cette pratique, nous, on mettait à 500, compte tenu des moyens, et aussi l'arrêté ministériel qui met en place les régimes RECOS en RDC à limiter le produit éligible au produit du cru. C'est-à-dire le produit du cru, comme il disait là, le produit de base. Et puis, s'il faut ajouter des rares produits, peut-être manufacturés, il faut que ces produits-là soient assurés qu'ils proviennent effectivement d'un pays du COMESA. Et à ce moment-là, on fait recours au certificat d'origine du COMESA. Donc, il faut prouver la traçabilité de ce produit. Mais généralement, pour nous, la RDC, le régime commercial simplifié concerne le produit du cru. Alors, compte tenu de ça, on voit nos petits commerçants qui font ces commerces-là n'ont pas assez de moyens et les produits du cru, c'est difficile d'atteindre 500. Mais est-ce que le programme RECOS a quand même des avantages au profit de ces commerçants-là? Oui, les premiers avantages, c'est quoi? Les enquêtes les études qui ont été menées ont prouvé que l'économie congolaise au niveau des frontières est dominée par le commerce informel.
C'est-à-dire que ça échappe au contrôle de l'État. Les gens passent par des forêts, par des voies illicites. Alors maintenant, avec les RECOS, ça nous permet de pouvoir formaliser les commerces informels. Et quand on formalise les commerces informels, c'est l'État qui gagne. Parce que l'argent va entrer dans les trésors. Et en plus de ça, les petits commerçants vont augmenter leurs activités sensiblement. Parce qu'ils viendront... Vous tenez compte du coût, bien sûr, aussi. Oui, ils viendront dans les formels. Ils ne seront plus dans la contrebande. Ils vont passer par la voie officielle. Et non seulement on va augmenter les revenus, mais aussi on va diminuer la corruption. On va diminuer la contrebande. Et aussi, il y a eu beaucoup de problèmes. Avant RECOS, il y avait le problème d'harcèlement. Les études ont prouvé aussi que dans les commerces transfrontaliers, il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. Et avec les RECOS, on protège les femmes contre l'harcèlement. Oui. Toutes sortes d'harcèlement. Et on permet aussi à diminuer, on diminue la corruption et on permet aussi aux petits commerçants d'avoir connaissance des exigences du commerce transfrontalier. On leur apprend quels sont les documents que vous devez réunir pour traverser à travers les frontières. Et les régimes RECOS est accompagné d'un autre outil qu'on appelle le bureau d'information commerciale. Lorsqu'on met en place les RECOS, nous avons aussi un bureau d'information commerciale qui est financé par les COMESA et en collaboration avec le ministère du Commerce. Alors, ce bureau d'information commerciale encadre les petits commerçants. Comment utiliser les documents, comment remplir les documents à la frontière. Ce bureau permet au gouvernement d'avoir des statistiques fiables sur les marchandises qui font l'objet du commerce. Et quand on a les statistiques fiables, le gouvernement peut, sur ces marchandises-là, prendre des décisions idoines parce qu'on a au moins l'idée de ce que ça représente en termes de la valeur, en termes de la quantité. Et puis ça permet aussi la transparence et de faire aussi des projections de planification à long terme. Parce qu'on connaît, on peut avoir l'idée, à tel poste frontalier, le volume des échanges par rapport aux produits éligibles au RECOS, ça peut avoir combien. Et on peut dire, on peut faire même des projections que dans 5 ans, on aura autant. On va donner également la parole à M. Junior Mouya. L'accord sur la facilitation des échanges. Est-ce qu'aujourd'hui, cet accord satisfait quand même les Congolais, que ce soit les grandes entreprises comme les petites, également les jeunes entrepreneurs? Parce que j'ai une fois reçu un député national ici de Walungu, dans le territoire de Walungu, au sud Kivu, qui milite souvent au profit des jeunes entrepreneurs. Il explique qu'il y a des jeunes qui font, par exemple, qui fabriquent des ceintures ou qui produisent de vin avec de matières locales, mais ces jeunes ont du mal à sortir peut-être de la RDC pour aller vendre leurs produits, notamment au Burundi, parce que déjà au départ, à partir de la RDC, il y a quand même exagération de taxes. Est-ce que dans l'accord de facilitation des échanges, on tient compte aussi des petits entrepreneurs? Parce que quand on parle d'échange, il n'y a pas que l'État qui doit produire pour aller emmener ailleurs, mais il y a aussi les jeunes entrepreneurs notamment. Oui, la question par rapport aux petits entrepreneurs est quand même actuellement évoquée au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Puisque, comme je l'ai dit tantôt, la facilitation des échanges est un accord multilatéral de l'Organisation mondiale du commerce. Signé entre les États membres. Oui. Et l'accord en soi ne cible pas spécifiquement les jeunes entrepreneurs, mais il couvre tout le commerce. Il couvre tout le commerce sans nécessairement prendre en compte les besoins spécifiques des petits entrepreneurs. Alors, à mon avis, à ce niveau ici, même les petits entrepreneurs se retrouvent par rapport aux dispositions générales de l'accord. Oui. Pourquoi? Puisque la facilitation des échanges
réduit les coûts commerciaux, Le temps aussi, oui, on peut passer à la frontière pour déclarer une marchandise. Oui, et puis il ouvre un marché beaucoup plus vaste. Donc c'est un accord avantageux à tous les niveaux. Oui. Mais entre-temps, il y a aussi la vulgarisation. C'est vrai, en passant à travers les médias, comme dans cet entretien avec vous, vous vulgarisez, que ce soit RECOS ou l'accord sur la facilitation des échanges. Mais est-ce que, au niveau du ministère du Commerce extérieur, vous vulgarisez assez l'existence de ces accords pour peut-être permettre aux uns et aux autres de ne pas avoir peur de se lancer dans le commerce, grand ou petit commerce? Est-ce que vous vulgarisez assez? Oui, au niveau de la direction, notez que nous avons un bureau spécialisé pour la vulgarisation. Donc nous essayons de notre mieux, nous faisons de notre mieux pour vulgariser tous les accords multilatéraux. Donc d'abord au niveau du site internet, le ministère a un site internet, et puis nous organisons aussi des rencontres avec des jeunes universitaires ou même les étudiants de l'ENA par exemple. Nous organisons des rencontres, des échanges qui nous permettent justement de communiquer sur les avantages d'être au sein du COMESA, également les différents accords signés entre États. Oui, oui. Exactement. Mais après, est-ce que ces jeunes-là... Parce que bon, généralement, les gens, lorsqu'on est dans des sujets comme ça, par exemple, les jeunes, ils se disent, bon, c'est beaucoup de choses, il y a des accords signés tels, il y a plan A, plan B, section A, section B. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils comprennent notamment l'avantage pour la RDC d'être membre du COMESA? Bon, je crois que pour comprendre ces avantages, il faudrait être sur le terrain aussi par rapport à ce que nous faisons. Comme je dis tantôt, nous organisons parfois des échanges avec des étudiants et à leur niveau, ils comprennent, je pense, ils comprennent à un certain niveau. Et puis, les gens qui se trouvent sur le terrain, par exemple, les commerçants vivent peut-être... Le changement. Oui, oui. Vous arrivez peut-être à un poste frontalier. Hier, vous avez peut-être payé autant. Aujourd'hui, vous payez moins. Oui. Et ça va vite. Vous comprenez qu'il y a amélioration dans les procédures, tout Exactement. ça. On va revenir à vous, Pierre et Mangongo, sur le RECOS. Comment la population congolaise en général peut-elle bénéficier de ce projet d'une manière pratique? C'est pas un projet, c'est une initiative, un programme. Un programme, oui, voilà. Un programme du COMESA. Bon, avant de répondre à cette question, je voulais sauter un peu sur l'occasion parce que tantôt là, vous avez parlé, l'État, les gouvernements ne produisent pas de... Au fait, les commerces, le ministère du Commerce ne fait pas les commerces. Nous régulons les commerces. Nous régulons les commerces. Donc quand on parle de l'État, on ne vise pas que vous. Hein. Oui, nous sommes les répondants de l'État en matière du commerce. Donc nous ne faisons pas les commerces, ce sont les privés qui font les commerces. Mais nous régulons, nous sommes les conseillers du gouvernement en matière du commerce extérieur. Nous assurons la promotion des produits et services congolais au niveau international et nous encadrons aussi les opérateurs économiques. Parce que nous négocions, nous avons la charge de négocier au nom du pays, à l'extérieur. Alors, nous négocions quoi? Nous négocions des problèmes, des avantages du Congo, nous défendons le Congo. Mais pour défendre la RDC, il faut aller chez les gens là qui pratiquent. Et les gens qui pratiquent, ce sont les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, de grands comme le petit. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le RECOS a un impact positif sur le développement de la RDC. Parce que quand on formalise l'informel, la conséquence, c'est que le petit commerçant qui aujourd'hui traverse avec des petits colis par l'eau, qui sont éligibles au RECOS. Avec tous les risques de perdre la vie aussi. Avec tous les risques. Maintenant, les RECOS les sécurisent parce qu'il va passer
par la voie officielle. Mais maintenant, la conséquence économique, c'est quoi? Quand il va augmenter ses revenus, ce petit commerçant deviendra une petite et moyenne entreprise. Et en devenant une petite et moyenne entreprise, il va créer l'emploi. Il va subvenir à ses besoins. Et non seulement il subvient à ses besoins, il va aider les autres, sa propre famille, et il va commencer à payer les impôts. Et même les gens qui l'utilisent, la création d'emplois, il y aura aussi des impôts qui seront payés et qui vont renflouer les caisses de l'État. Et avec ça, la conséquence, c'est qu'il y aura une émergence. Ces petits commerçants vont contribuer à l'émergence de la classe moyenne. Et n'oubliez pas, les commerces engendrent la croissance économique. Et c'est la croissance économique qui est le soubassement même du développement. C'est-à-dire à partir du RECOS, si nous faisons ça bien, on arrivera à promouvoir le développement. Et même sortir les pays de cette catégorie de la honte. Mais c'est un programme qui va durer combien de temps? Le programme RECOS s'inscrit dans le cadre de la zone de libre-échange du COMESA. Ça va durer le temps que le processus d'intégration du COMESA va progresser. Parce que la finalité, c'est de pouvoir arriver au marché commun. À l'union économique, marché commun, là, il y aura la libre circulation de personnes et de biens. Et cette finalité va se fondre à l'intégration du continent. Il y a un agenda de 2063, commerce intra-africain, dans le cadre de l'Union africaine. Actuellement, on est dans la ZLECAf. Donc, au fait, on fait une intégration, comme j'ai dit, par région. Ça va arriver à l'intégration continentale. Et après les continents, on va se fondre à l'intégration mondiale qui est dans l'OMC, où on arrivera à un tarif zéro. Donc, le RECOS a déjà commencé à produire ses effets parce que les populations qui sont frontalières éprouvent déjà les besoins de faire le commerce. Ils trouvent que le commerce fait partie de leur survie. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, au départ, ces programmes étaient en adéquation avec un programme qu'on a appelé le commerce au service de la paix, au niveau du COMESA. C'est-à-dire qu'on a fait une enquête, on a trouvé que la région de Grand Lac, c'est une région qui est très fragile, avec beaucoup de conflits. Mais on a remarqué aussi que malgré ces conflits armés, les populations, les citoyens de tous ces pays-là ont besoin d'échanger. Et c'est ce qui se fait. Malgré les guerres, vous trouverez que les populations transfrontalières échangent. Et on a trouvé que plus les commerces les rapprochent, plus ces mêmes populations vont faire échec aux ambitions expansionnistes de leurs dirigeants. Parce qu'ils trouvent le compte individuellement à travers le commerce. C'est ainsi que les RECOS étaient en adéquation avec ce programme-là qu'on a appelé le commerce au service de la paix. Et aujourd'hui, il y a une initiative sur le commerce transfrontalier à petite échelle. C'est cette initiative-là qui prend en charge les RECOS. Donc, figurez-vous que les populations qui sont dans des postes frontaliers où on pratique déjà les RECOS, ils bénéficient d'un encadrement à la fois de l'État et du COMESA. Et aujourd'hui, comme ça porte de fruits, il y a une tendance d'étendre les RECOS même dans d'autres communautés, telles que les SADC, et la SADC, et la communauté de développement de l'Afrique australe. Pour aboutir peut-être à faire en sorte que ça soit sur l'ensemble du continent. Bon, on va progressivement. Il y a même aussi une tendance vers la CAC. Donc, il faut carrément soutenir les petits. Parce que ce sont les petits qui constituent la base même de l'économie nationale. Et aujourd'hui, on commence à sentir ces effets-là. Et nous sommes en train d'aller petit à petit, parce que c'est déjà à l'Est, c'est déjà opérationnel. Aujourd'hui, nous sommes en pourparlers, la RDC est en pourparlers avec la Zambie. Ils doivent s'attendre, on attend la rencontre de deux ministres du commerce, zambiens et congolais, pour aplanir les divergences qu'il y a autour de seuil,
les seuils de valeur. Parce que chez nous, vous l'avez dit, on est à 500, alors qu'ailleurs, ils sont dans les 2000. Voilà. Et puis aussi, il y a aussi divergence sur les listes. Nous avons les listes de produits de cru et ajoute aussi les produits manufacturés. Et aussi, les récoltes, c'est à plusieurs facettes. Parce que les récoltes peuvent aussi nuire. Comme j'ai dit, lorsque les pays frontaliers peuvent utiliser les récoltes pour introduire des produits qui ne sont pas de l'espace comme ça. Quelqu'un peut importer des produits de la Chine, on met dans les cas de récoltes. À ce moment-là, ça sera préjudicieux pour nous. C'est ainsi qu'il faut avoir des garde-fous. Et là, nous sommes en train de progresser et nous avons aussi le projet de facilitation du commerce dans les Grands Lacs qui essaie de soutenir les efforts d'IRECOS en mettant en place les bureaux d'information commerciale dans certains postes frontaliers. Je veux revenir à vous pour le mot de la fin. On est presque à la fin de cet entretien. Accord sur la facilitation des échanges, Julio Mouya, qu'est-ce que les Congolais devraient retenir de cet accord signé qui existe encore à ce jour? Parce que bon, ceux qui font le commerce, ceux qui font le business se poseraient des questions, mais est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce que c'est déjà en cours? On l'a dit ici, et ça se constate sur terrain. Mais pour un dernier mot, qu'est-ce que les Congolais devraient retenir sur cet accord sur la facilitation des échanges? Oui, ce qu'il y a à retenir, c'est que la facilitation des échanges, en fait, en soi, l'expression déjà parle de facilitation. Ça veut dire que les échanges sont facilités. On améliore un peu les choses. Voilà. Donc, cela se fait par la simplification et l'harmonisation des procédures du commerce international. Et la facilitation des échanges a beaucoup d'avantages, comme je le dis. Donc, c'est ça le message important à retenir. Donc, grâce à la facilitation des échanges, il y aura la réduction des coûts qui pourra engendrer une meilleure intégration au niveau régional, au niveau mondial également. Cela va entraîner aussi l'accroissement des échanges qui engendrera l'accroissement économique. Donc, c'est un peu ça le message clé. Donc, la facilitation des échanges permet d'améliorer les flux commerciaux qui contribuent au développement économique. Voilà. Ok, Pierre et Mangongo, on a tout à l'heure parlé de la vulgarisation également sur le terrain concernant l'accord signé sur la facilitation des échanges, mais est-ce que vous vulgarisez aussi? Parce que lorsqu'il y a vulgarisation, le commerçant là, qui vous l'avez dit, essaie d'échapper au contrôle douanier notamment, au risque de perdre sa vie en voulant voyager peut-être avec des marchandises la nuit dans une pirogue. Est-ce que vous faites aussi un effort de parvenir le message en dehors de ce passage ici sur Digital Congo pour que ceux-là comprennent qu'en étant membre de COMESA, l'État travaille pour le changement en une minute? Oui, le gouvernement, par l'entremise du ministère du Commerce, travaille énormément dans ce sens parce que les bureaux d'information commerciale, quand bien même placés, disons, institués par les COMESA, ils travaillent en collaboration avec le ministère du Commerce. Et c'est le secrétariat général au commerce qui est le point focal d'IRECOS. Donc il y a une vulgarisation qui s'est faite, mais compte tenu de l'étendue du pays et compte tenu du rôle que doivent jouer les petits commerçants dans les processus de développement, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Et le gouvernement doit, au-delà de l'effort régional, mettre les bouchées doubles pour appliquer les réformes. Nous avons beaucoup de réformes, surtout pour assainir l'environnement, les marchés congolais, en faisant barrière aux gens qui veulent passer par la corruption, en faisant barrière aux intervenants
qui ne sont pas désirés aux frontières, parce qu'il existe une réglementation pour déterminer le nombre d'intervenants aux frontières. L'État a même essayé d'actualiser encore voilà. cette liste-là, notamment dans les ports. Voilà, donc on doit faire un effort, déployer des efforts pour assainir ce milieu et multiplier aussi d'autres réformes pour soutenir les petits commerçants. Parce que la coopération régionale vient en appui des efforts nationaux. Donc nous devons beaucoup miser sur les réformes à l'intérieur et l'assainissement de notre marché au niveau intérieur. Et la coopération, l'apport régional servira d'appoint. Merci à vous, beaucoup à dire, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, on a peut-être même débordé d'1 ou 2 minutes. Merci de nous édifier, vous deux, Pierre et Mangongo, Julio Mouya en tant que chef de division et chef de division AI au sein du ministère du Commerce extérieur. Avec Pierre et Mangongo, vous nous avez parlé de RECOS, ce programme déjà en cours au sein du COMESA, régime commercial simplifié du COMESA, et Julio Mouya qui nous a donc édifié sur la facilitation, l'accord signé sur la facilitation des échanges au niveau du COMESA. Je pense que au niveau de l'OMC, je pense que notre pays n'a pas eu tort d'intégrer le COMESA. Il y a des bonnes choses, des avantages au profit de l'économie nationale qui touchent directement le quotidien du Congolais, et il y a même des petits commerçants qui travaillent désormais à l'aise, et ça apporte un plus au niveau de l'économie nationale. Merci encore une fois à vous deux. Sans doute qu'on vous aura encore prochainement pour aborder d'autres thématiques. Merci à vous et à très bientôt. Merci également à vous qui nous avez suivis au cours de cet entretien assez spécial, parce que le sujet ne porte pas sur l'actualité politique, mais sur les avantages notamment au profit de la République démocratique du Congo dans les programmes et accords signés au sein de l'OMC, pour le COMESA également, à l'avantage donc de la République démocratique du Congo. Nous avons reçu 2 experts du ministère de Commerce extérieur. Vous avez sans doute été édifiés. Merci à vous. Merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. À très bientôt pour un nouveau numéro d'entretien.